Bonjour, je suis Stéphanie Baranco et bienvenue dans Paroles de femmes. Dans ce podcast, je donne la parole à des femmes au destin peu banal pour qu'elles nous parlent d'elles, de leur parcours, de leurs espoirs et de leurs doutes, de leur vision de la femme d'aujourd'hui, l'avenir. Puissent ces femmes vous inspirer, nous inspirer et inspirer nos générations futures. Elles se livrent sans tabou, avec le cœur. Je vous laisse avec elles. Voici leurs histoires. Place à Paroles de femmes, saison 3. Dans Paroles de femmes, je reçois des femmes qui avancent avec leur corps, des femmes qui apprennent à composer avec ce qui leur est donné, sans renoncer à ce qui les anime profondément. Aujourd'hui, je reçois Milena. Bonjour. Bonjour. Sportive de haut niveau en para-badminton, C'est ça. mais surtout une jeune femme qui vit dans un corps qui change, qui s'adapte, qui résiste et qui bouscule les représentations, on va en parler. On va parler aussi de féminité, d'amour, de sport et du regard des autres. On va parler de transmission et de cette ligne fine entre accepter ce que finalement la vie nous impose et refuser de renoncer à ses rêves. Est-ce que ça vous va comme programme? Ça m'a l'air parfait. Bon, alors on commence et pour apprendre à se connaître, puisque c'est la première fois qu'on se voit toutes les deux, 3 petites questions rituelles de paroles de femmes. Alors si vous étiez un plat de votre enfance, un moment de la journée, votre moment préféré et une petite habitude secrète, lesquels seriez-vous? Plat de mon enfance, je vais dire chou-fleur pané. Vous venez d'où pour manger du chou-fleur pané? Ça vient de République tchèque, mon père est tchèque. D'accord. Et ouais, ça a toujours été un truc qu'on a mangé depuis tout petit et c'est mon plat préféré. C'est trop chouette. Voilà. Le sourire qui se dessine sur le C'est visage. vraiment le truc que je mange à Noël, à mon anniversaire. C'est vraiment Ah, c'est vraiment le plat doudou. Ouais. Vous cuisinez un peu? Ouais, je D'accord. cuisine, ouais. C'est important quand on est sportif de haut niveau de faire attention à son alimentation ou pas tant? Ça fait partie d'un des leviers de performance. Après, c'est comme tout, il faut respecter ses besoins propres, ses limites aussi. Voilà, un peu, bon, ça va être un petit peu ce que je vais un peu dire pendant tout le podcast, hein, mais parce que c'est tellement important d'être nuancé et de comprendre que chacun a ses besoins, ses limites, etc. Donc, je milite contre un peu les clichés. On fait toujours comme on fait tout le temps, qui est très présent dans le sport de haut niveau. Donc, c'est un levier de performance, mais voilà, c'est pas un drame si on peut pas faire entre guillemets tout bien comme il faut. Parce que moi, je suis autiste, donc j'ai des grosses hypersélectivités alimentaires. Donc, je mange assez peu de choses diverses, etc. Mais j'ai appris à faire avec ce que j'aime pour que ça le fasse. Et même si souvent, quand je dis ce que je mange, les gens, ils ont des gros yeux en mode mais t'es sportif de haut niveau et ouais, ça marche. Ouais. Quand même. Il y a une partie de volonté quand même là-dedans, hein, pour transformer tout ça. On va le voir. Ça aide. Oui, c'est comme tout. Enfin, voilà. Donc une sportive gourmande. Un moment de la journée, Milena, il y a un moment où particulièrement vous vous sentez alignée avec vous-même ou pas spécialement? Ouais, quand je fais la sieste de l'après-midi, ça c'est... Vous faites la sieste? Ouais, bien sûr. Parce que c'est un besoin dû à votre corps ou c'est un besoin dû à votre sport? Les deux. Vraiment les deux. J'ai besoin de beaucoup dormir. Je dors entre 12 et 14 heures par 24 heures. Ah oui. Donc oui, la sieste, c'est un besoin. C'est aussi important, voilà, pour récupérer après les entraînements, etc. Et j'adore la sieste, donc voilà. Très bien, donc la Ouais, sieste. la sieste. Et alors, une petite habitude secrète, autre que la sieste, qui est quand même déjà une grosse habitude secrète, mais une habitude secrète ou un truc, un rituel, un geste, quelque chose en fait, presque un peu, le truc voilà, qu'on ne dit pas à tout le monde, quoi. Ah,
Non, franchement, je sais pas trop. Vous en avez peut-être pas? Ben, en fait, j'ai pas trop de. J'ai des habitudes parce qu'évidemment je suis autiste donc je fais toujours pareil tout ce que je fais, enfin voilà, tout est routine, mais il y a pas trop d'habitudes Ouais, genre, secrètes. par exemple, se tremper des chamallows dans du chocolat devant la télé, c'est des trucs un peu comme ça, quoi. Ouais, Pas trop ça. non, Bon, j'ai pas trop ça, mais ouais, sinon petite bon, on va revenir à la nourriture évidemment, mais j'adore quand on fait genre la glace à la vanille avec du chocolat fondu, mais le petit secret que j'aime, c'est de mettre du beurre dans le chocolat fondu. non, Et là c'est incroyable. Donc quand je mange un dessert, ça c'est c'est ça, quoi. avec le beurre là, ça fait toute la différence quoi. Alors, je pense qu'on essaiera. Je crois qu'il faut tester la glace au beurre et au Ouais. chocolat. J'aimerais qu'on revienne à l'enfance, à l'adolescence. Avant le sport de haut niveau, avant les diagnostics aussi, avant les mots. Si on revient à la petite fille, à l'adolescente, comment vous étiez, comment vous viviez avec votre corps, avec votre autisme, il a été décelé tôt? Non, tard, comme beaucoup de femmes, à 18 ans. Ah oui, c'est tard. Donc Ouais. ouais, c'est tard et ça reste tôt par rapport à certaines femmes. Je crois que j'avais lu une moyenne de diagnostic qui était hallucinante dans les 30 ans, je crois, pour les femmes. Enfin, Ouais. bref. Disons qu'on passe à côté de beaucoup d'explications et de beaucoup de troubles Ouais, ouais, avec ouais, une détection tardive à ouais, ce point, quoi. c'est ça. Donc tard, mais pas si tard que ça par Mhm. rapport à d'autres, quoi. Et comment on arrive à ce diagnostic? Et ben, il y a toute l'adolescence où bah, on se rend bien compte qu'il y a un peu le décalage, etc. Moi, j'entends parler de l'autisme et bah, je me rends compte que ça colle avec ce que je vis. Mais bon, en même temps, quand tu es ado, tu vas pas aller dire Non. Hey, je crois que je suis autiste. Parce que là, bon, Non. là, ça peut aggraver les choses, entre guillemets. Et puis au final, en fait, je pars faire mes études en Île-de-France. Et là-bas, j'ai l'opportunité d'avoir un rendez-vous assez facilement, entre guillemets, du coup, avec une équipe qui diagnostique l'autisme. Et du coup, ça se fait comme ça, quoi. C'est comme un soulagement, Ouais, 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 c'est un une soulagement. reconnaissance. Bah, c'est vraiment enfin de te dire, bah, c'est pas un manque d'effort, parce que c'est un truc que j'ai entendu toute mon enfance, fais un effort, fais un effort, fais un effort. Donc déjà, c'est pas un manque d'effort, j'en fais déjà plus que, Ouais. que tout le monde s'imagine et je suis pas folle, quoi. Enfin, vraiment, je me rends compte que voilà, il y a quelque chose qui explique. Comme on dit, c'est pas une excuse, c'est une explication. Et ça change tout, hein, cette Et nuance. voilà, ça change beaucoup de choses parce qu'en plus, derrière, je vais construire une vie qui respecte bah, mes besoins, mes limites et tout va aller mieux, Mieux. de mieux en mieux en tout cas, dans cette nouvelle vie, quoi. Mm. Euh, la particularité que tu as, c'est que tu as à la fois un trouble autistique et en même temps ce corps qui va devenir un peu particulier, qui va parfois te lâcher, ou en tout cas moins t'accompagner, ou en tout cas te demander un accompagnement plus particulier. Comment tu le décris? Mais en fait, ça c'est pareil, j'ai une longue errance diagnostique parce que moi, depuis que j'ai 10 ans, j'ai des douleurs dans les jambes. J'ai de la difficulté à marcher. Enfin, pour moi, aller se promener, c'était vraiment la torture, quoi. Enfin, j'ai jamais aimé me promener et marcher. Enfin, pour moi, je comprenais même pas comment les gens pouvaient aimer aller se balader. Enfin, voilà, j'avais des crampes, j'avais mal au dos quand je restais assise trop longtemps. Et sauf que, bon, bah voilà, c'est normal, c'est parce que tu grandis. Ah oui. C'est normal, tu fais trop de sport, tu t'étires pas assez. Enfin, c'était toujours ma faute. En fait, il y avait toujours voilà, il y avait toujours un truc que je faisais pas bien ou quoi.
Et du coup, ben, ça c'est pareil. Au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, est-ce que je suis folle ou quoi? Enfin, il y a vraiment ce sentiment ben, qui est le même que pour l'autisme. Hein. Et puis bah, là, pour le coup, je vais avoir un diagnostic à 25 ans, donc 15 ans plus tard. Donc, bah voilà, c'est exactement pareil que pour l'autisme. Quand il y a une réponse, c'est un soulagement, même si on te dit, bon, bah voilà, c'est neurologique, tu as 25 ans. Après, on te dit que c'est une maladie neurodégénérative. Mais en fait, c'est la meilleure nouvelle de ma vie, quoi. Parce qu'enfin, il y a des réponses. Et de nouveau, c'est OK, je suis pas une grosse feignasse qui aime pas marcher, quoi. C'est juste que. Et on te croit. Et tu reprends en fait une vraie place. En fait, finalement, Ouais, c'est ça. C'est de nouveau de pouvoir bah, de nouveau adapter sa vie à ses besoins, à ses limites. Et, et en ayant des réponses, quoi, tout simplement. Et derrière, en plus que des réponses, ben, des aides techniques, des traitements palliatifs, etc. on sent que ça t'a quand même beaucoup pesé, le fait de devoir, le fait qu'on ne te croit pas, presque même qu'on te dise oh, c'est bon, enfin, arrête un peu ton char, quoi, viens marcher, juste, enfin voilà, comme vous Ouais. dites, grosse feignasse. Ouais, en tout cas, on sent quand même que ça vous a. Le fait de ne pas être entendu, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Parce Ouais. qu'en plus, c'était vraiment, bah, c'était un peu systémique. Enfin, du coup, les médecins avaient discours, donc du coup, forcément, derrière, ben, les proches, ils disent, enfin, voilà, enfin, Et puis évidemment, ils font avec leur construction à eux. voilà, Enfin, exactement. c'est Du ça coup, en aussi. classe, bah, les profs comprenaient pas pourquoi j'avais besoin de me lever parce que j'avais mal au dos. Enfin, du coup, c'était enfin, c'était un peu tout le monde contre moi, quoi, entre guillemets. Mm. Et puis surtout que c'était très long. Enfin, je veux dire, entre 10 ans et 25 ans, il y a 15 ans de vie. Euh, C'est énorme. c'est énorme, en fait. C'est énorme. Donc, c'est vrai que bah, ça crée beaucoup de traumas, bah, notamment vis-à-vis du corps médical, hein, parce que pour le coup, la confiance, la confiance, bah, une fois qu'elle est perdue, c'est un peu dur de la retrouver. Et Donc, pourtant, vous avez pardon, quand même rencontré des médecins après, une fois le diagnostic, qui ont réussi à le poser ce diagnostic. j'ai rencontré un médecin qui a tout D'accord. changé, et qui a effectivement, bah, littéralement, qui a changé ma vie. Hein. Oui. Et ça paraît con à dire, mais c'est juste le premier médecin qui ne serait-ce à regarder mes jambes. Parce que moi, quand je disais j'avais mal aux jambes, on me disait c'est normal, c'est parce que tu grandis. Personne ne serait-ce qu'examiner mes jambes pour voir s'il y avait quelque chose. Lui, il a pris le temps, il a pris 1 heure, il a fait tous les tests neuro possibles, etc. Et puis c'est de là que ça a commencé. Donc c'est vraiment lui qui derrière fait en sorte que j'ai une place en neurologie pour faire les examens, etc., etc. Donc ouais, bah, parfois il suffit de rencontrer la bonne personne au bon moment. Je trouve ça très malheureux parce que Mhm. bah faut avoir cette chance. Alors moi je l'ai eu, mais je l'ai eu à 25 ans. Euh, Il y en a combien qui l'ont pas? voilà, c'est Mm. ça. Il y en a qui l'auront jamais de leur vie, quoi. Est-ce que on peut juste, avant de continuer, faire juste un petit point pour que vous expliquiez finalement ce qu'est cette maladie? En tout cas, ce que ça pose comme symptôme précisément. Ouais, alors en fait, donc c'est une maladie qui s'appelle la paraplégie spastique héréditaire. Donc c'est une maladie qui est neurologique génétique. Mhm. Donc en fait, voilà, ça vient d'un gène qui a muté puis qui du coup fait mal son travail. Donc en fait, c'est ma moelle épinière qui fonctionne de moins en moins. Mhm. Donc voilà, tout le monde sait à peu près s'imaginer un paraplégique qui a eu un accident. Voilà, sa moelle, elle est atteinte. Il a plus de force dans les jambes. Bon, bah, faut s'imaginer que moi, c'est ça, sauf que ça vient pas d'un coup. C'est vraiment la moelle qui, petit à petit, fonctionne de moins en moins. Donc, j'ai de moins en moins de force dans les jambes. Alors, j'ai une forme rare de la maladie rare, donc moi, ça me touche aussi mes bras. Ok. Donc, de moins en moins de force dans les bras. Et j'ai ce qu'on appelle donc la spasticité. Alors, ça, c'est quelque chose dont on n'entend jamais parler quand on est, entre guillemets, valide dans le monde normal. Et Mhm. en fait, c'est un des symptômes les plus fréquents dans les séquelles d'AVC, de problèmes de moelle, de maladies comme la sclérose en plaques, etc. C'est en fait c'est les muscles qui vont se contracter tout seuls au mauvais moment, entre guillemets, un peu D'accord. quand ils veulent. C'est-à-dire que
tu vas lever ton bras, et puis en fait, c'est le muscle qui fait baisser le bras qui va se contracter. Donc, du coup, ça va bloquer, quoi, en gros, pour schématiser. Donc voilà, perte de force, spasticité, c'est vraiment les deux symptômes majeurs de cette maladie. Après, il y a un peu tout ce qui va avec, les problèmes de moelle et voilà, qu'on s'imagine pas trop. Effectivement, quand on voit quelqu'un, un paraplégique qui est dans un fauteuil, on se dit ok, il marche pas, mais en fait, il y a tout un tas derrière de problèmes pour gérer la thermorégulation, quand il fait trop chaud, trop froid. Quand il fait trop froid, je suis incapable de me réchauffer. D'accord. Ce genre de choses, les problèmes de vessie, de sensibilité, etc., etc. Donc il y a tout le panel qui vient avec les soucis de moelle. Mais voilà, c'est un peu le tableau, c'est perte de force et puis spasticité, quoi. Alors juste quand même, une fois que vous avez posé ça, moi je vais quand même poser aussi le reste, c'est que donc vous êtes championne de badminton, où il faut se servir de ses bras et de ses jambes. Ouais. On va y revenir, mais vous avez ressenti de la colère à un moment donné, est-ce que vous avez ressenti... alors, quand le diagnostic est posé, ok, il y a ce sentiment de soulagement pour être en fait reconnu dans sa propre souffrance. Ça, ok, mais après, est-ce qu'il y a un moment quand même, une fois qu'on a posé ce paquet-là, de se dire, merde, pourquoi en fait et comment je vais faire ou finalement pas tant? Alors moi, pas du tout de colère vis-à-vis de ma maladie ou de mon autisme ou quoi que ce soit, même si en termes statistiques, j'ai vraiment pas eu de chance au tirage à la naissance parce que tout ça, c'est quand même génétique et voilà. Par contre, bah évidemment de la colère contre le monde médical et contre l'errance, Oui, ça. contre l'errance, ça oui, ça c'est une colère qui je pense sera toujours là parce qu'en plus il suffit de passer 5 minutes sur les réseaux sociaux ou à écouter des témoignages pour voir qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui vivent ça encore, alors particulièrement les femmes. On est dans un système qui est très compliqué pour les femmes dans cette société, donc beaucoup de colère par rapport à ça. Mais par rapport à ma maladie en elle-même, absolument pas. Ouais. Votre corps reste votre ami. Vous êtes deux en fait, Ouais, non, là-dedans, c'est quoi. juste que voilà, aujourd'hui, ça m'a ouvert les portes de mon rêve de gosse. Donc, parce qu'étant petite, j'étais en sport-études tennis pendant 7 ans. Je rêvais vraiment d'être pro, etc. Donc, une fois que j'ai mon diagnostic qui arrive, en fait, juste ça m'ouvre les portes du sport paralympique. Et du coup, voilà, Ouais, vous reprenez le pouvoir, quoi. je vais pouvoir réaliser mon rêve de gosse, en fait. Donc, Et c'est comme ça que vous transformez finalement l'histoire. C'est grâce au sport que vous transcendez la maladie finalement. en fait, moi, voilà, c'est simplement, j'ai telle difficulté fonctionnelle, ça m'ouvre le sport paralympique, je vais faire du para-badminton et puis je vais aller faire les Jeux paralympiques parce que c'est mon rêve, parce que j'ai toujours aimé le sport plus que tout depuis que j'ai 6 ans. J'ai commencé par le foot, après j'ai fait du tennis. Le sport, ça a toujours été une grosse part dans ma vie. C'était vraiment mon rêve le plus profond d'être pro quand j'étais petite. Quand ça s'est pas fait, ça a été hyper dur pour moi de tourner la page et tout. Donc là, c'est pas. Pour moi, il n'y a pas de je fais du sport contre la maladie, blabla. Non, pas du tout en fait. Je fais du sport parce que c'est ce que j'aime le plus. Et puis, j'ai la chance d'être éligible pour faire du sport paralympique grâce à ces déficits fonctionnels. Et donc, j'y vais, quoi. En fait, quand on vous entend, qu'on vous écoute, alors moi en plus je vous vois, il y a le feu dans vos yeux, quoi. Vraiment, on sent que ça vous anime, mais du plus profond de l'âme. Presque, c'est comme si la maladie vous offrait une deuxième chance, quoi, finalement, d'aller chercher votre rêve, d'aller... C'est exactement ça. Littéralement, c'est c'est le titre du premier épisode de mon podcast. Ah C'est, bah voilà. quand la maladie t'offre une seconde chance dans la vie, quoi. Oui. Donc, c'est exactement ça. Alors, je nuance un tout petit peu dans la mesure où si j'ai pas pu être pro en premier abord, c'est entre autres parce que j'avais déjà
cette maladie, ces symptômes sans avoir de diagnostic, mais elle était déjà là, donc forcément c'est compliqué d'être pro chez les valides quand t'es handi et qu'en plus tu le sais pas. Bah oui. Donc c'est comme tout, si j'avais pas eu cette maladie de base, peut-être que j'aurais été joueuse de tennis professionnelle, et là c'est une toute autre vie que d'être parabadiste paralympique, parce que ça reste des mondes très différents. Mais ouais, littéralement, le diagnostic m'ouvre une deuxième chance et m'ouvre la porte de mon rêve, quoi. Et on y reviendra, hein, mais c'est aussi, justement, il est là le vrai message. Parce que, alors, tout le monde ne rêvait pas d'être champion olympique, mais pour autant, vous auriez pu vous effondrer encore plus. Après, ok, il y a le diagnostic, ok, je suis pas folle, j'ai bien quelque chose, vous voyez tous, j'ai quelque chose. Après, sorti de là, vous auriez pu vous effondrer. Donc il y a quand même bien un moment. Et moi, je trouve ça, pardon, hein, mais je trouve ça encore plus bluffant parce que justement, couplé avec un trouble autistique, que vous ayez une force de caractère, que vous soyez capable de transformer, de transcender à ce point-là les choses, vous vous en rendez compte. Vous, de temps en temps, je ne sais pas si on peut le faire quand on a un trouble autistique, mais de réaliser tout ce que vous êtes capable d'avoir mis en œuvre pour faire ça, ou est-ce que c'est pas quelque chose, vous n'avez pas cette distance avec vous-même? Non, bah, je pense qu'il y a deux choses. C'est que déjà, j'ai la chance d'aimer le sport. Parce que dans notre société, les handicapés, il y a le bon handicapé, c'est celui qui est champion paralympique, et puis il y a le mauvais handicapé, c'est l'assisté. Ouais. Donc déjà, voilà, moi j'ai la chance, c'est que j'aimais le sport, donc déjà j'avais les bonnes cartes en main à la naissance puisque j'aimais le sport. Donc tu vis handicapé, t'aimes le sport, bon bah tu deviens champion paralympique, en plus t'es le bon handicapé. Le deuxième truc, c'est que voilà, quand on est autiste, on a les intérêts restreints, ces passions qui nous animent. Donc en fait, c'est là pour le coup, c'est l'inverse, c'est que c'est un coup de pouce d'être autiste dans le projet, c'est que je vais pouvoir me mettre à 200% dans un projet, et puis toute ma vie va tourner autour, et il n'y a pas de sacrifice. C'est vrai que souvent on entend les gens qui parlent quand voilà, les sportifs de haut niveau qui parlent de leur enfance ou de leur adolescence, etc. Ils parlent souvent de sacrifice parce qu'on peut pas aller faire la fête, Ouais. etc., etc. Moi, il n'y a aucun sacrifice parce que je n'aime rien plus que le sport. Donc, quand je dois ne pas aller à une réunion de famille parce que j'ai un tournoi de badminton, tant mieux en fait. donc, Et pour ça, le vient coup, vraiment ça vient vraiment de l'autisme. Ça, c'est vraiment propre à l'autisme. c'est un des fonctionnements autistiques, D'accord. ces intérêts spécifiques qui sont des passions. Comme des focus. Ouais, C'est ouais, ça, c'est ouais. des hyperfocus. Donc j'ai eu un peu cette chance d'aimer le sport et que ce soit un intérêt spécifique. Et après, c'est sûr que il y a des gens qui aiment pas le sport, donc quand ils deviennent handi, ils vont pas devenir champions paralympiques, quoi, évidemment. Et c'est aussi l'idée de mes prises de parole, etc. C'est que vous n'avez pas à devenir champion paralympique si vous êtes handicapé, en fait. Votre valeur est intrinsèque. Ça C'est n'est ça, en pas fait. le sport qui vous donne une valeur. Ouais, c'est exactement ça. Si vous aimez l'art, la musique, lire, trouvez juste votre voie et puis vivez votre vie. Mais faut arrêter ces injonctions au sport paralympique sous prétexte que les personnes deviennent handicapées. Parce que moi, je trouve ça hallucinant. C'est vrai, tout ce qu'on entend politiquement, etc. Ça me fait penser, alors je ne sais pas si vous faisiez partie de ce mouvement-là, mais lorsque les Jeux paralympiques sont arrivés, donc là en France, il y a on a entendu comme une espèce de voix des sportifs para qui disaient, mais arrêtez, parce qu'on est des sportifs, il faut nous acclamer pour notre performance, C'est ça. mais pas parce on a un handicap. Sinon, ça dévalorise finalement complètement tout Ouais, notre travail. c'est exactement ça. Ouais.
c'est vrai que quand il y a eu un peu la promotion des jeux, etc., il y a eu des sorties qui sont maladroites parce qu'évidemment, c'est jamais dans le but Non, de nuire ou il quoi. faut bien le dire, c'est Ça, vrai. c'est clair et net, hein. C'est vrai que c'était Teddy Riner quand il a sorti que les vrais jeux commencent maintenant en parlant des Jeux paralympiques parce que c'est nous les vrais athlètes, parce que voilà, on est un peu des super-héros, parce Ouais. que malgré notre handicap, on fait du sport. Faut arrêter avec ces discours-là parce que justement, ça dénigre la performance et le fait que non, on est avant tout des sportifs. On va provoquer des émotions comme Mm. les sportifs olympiques, mais il n'y a pas à nous valoriser juste parce qu'on est handicapé, que du coup c'est ça les vrais jeux. Non, non, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de tout Il n'y a pas ça. de vrai, il n'y a pas de faux, il y a des jeux. On est, voilà, on est des athlètes, on s'entraîne tous les jours, Mm. on doit financer nos carrières, on doit mettre en place un business plan, on doit faire tout ça. Et puis alors oui, parfois on arrive dans un gymnase et puis il y a des escaliers où il y a pas de toilettes accessibles. Oui, bah les transports ils sont pas accessibles quand on est en fauteuil, etc. Alors oui, on a des petits obstacles supplémentaires parce que la société elle est pas encore accessible et puis elle est très validiste. Mais sinon, à part ces petits obstacles du quotidien, on reste des sportifs de haut niveau qui s'entraînent et voilà quoi. Comme tout le monde, quoi. Voilà, Enfin, c'est comme tout le monde, non. comme les sportifs de haut Comme les niveau, sportifs de haut niveau qui cherchent une voilà, médaille. c'est ça, comme les Ouais. sportifs olympiques, on a la même vie en fait. Oui. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de pitié à avoir particulière, quoi. Je- Quand on vous voit, on peut difficilement avoir de la pitié, j'avoue. Euh, quand on parle, je voulais qu'on... Parce que voilà, justement, vous parlez de fauteuil, et pour autant, vous êtes une championne paralympique sans fauteuil. Mais je veux dire sans fauteuil, mais sans amputation, sans très très visible du handicap. Moi, je vous ai vu vous entraîner, vous avez comme des attelles derrière les mollets, euh, et pour autant, donc, pas de fauteuil. Et je trouve que ça bouscule beaucoup aussi les représentations finalement du handicap. Est-ce que parfois, il vous arrive de ressentir comme de l'incompréhension, ou est-ce qu'il faut encore justifier euh, du handicap qui est pourtant plus que présent? Alors oui, dans la mesure où en fait c'est justement pas de fauteuil quand je joue. Par contre, dans la vie quotidienne, je suis en fauteuil roulant. Donc D'accord. du coup, il y a toujours ce jugement de la part des gens. Je suis en plein dedans. La semaine dernière, j'ai posté une vidéo sur mes réseaux parce que il y avait un ascenseur en panne, donc j'ai dû tracter mon fauteuil dans un escalier. Et puis, les gens étaient là, c'est fake, regardez, elle bouge les jambes. Donc, il y a toujours en fait cette image du handicap à déconstruire, parce que pour les gens, fauteuil roulant, c'est égal paralysie complète. Donc, paraplégie, c'est les jambes, tétraplégie, c'est intouchable, alors que pas du tout. Moi, aujourd'hui, voilà, je suis ce qu'on appelle une tétra parce que j'ai les 4 membres qui sont impactés. Et pourtant, voilà, je peux être debout, je peux faire mon sport debout. Mais oui, dans la vie quotidienne, j'utilise un fauteuil parce que je peux pas passer du matin au soir debout. Je peux pas prendre les transports en étant debout. Je peux pas vivre ma vie quotidienne debout. Donc j'utilise le fauteuil. Mais il y a constamment cette sensibilisation à faire sur pourquoi on peut utiliser un fauteuil, pourquoi est-ce que oui, au supermarché, je peux me lever pour choper un dentifrice qui est en haut du rayon et puis que Même si vous êtes dans un... Oui, voilà. les gens ils sont Ouais. voilà, que oui, sur Internet, on voit beaucoup de blagues quand on voit des vidéos de quelqu'un au stade qui se lève sur un but et qui célèbre alors qu'il était en fauteuil et les gens disent ah le miracle. Non en fait. Alors oui, on sait qu'il y a entre guillemets de l'humour, mais la réalité c'est que la plupart des gens ont vraiment c'est tout blanc ou tout noir. C'est soit t'es paralysé, soit tu vis debout et t'as pas le droit d'utiliser un fauteuil. Donc
il y a constamment cette sensibilisation à faire. Il y a, ça fait aussi partie un peu de notre rôle en tant que sportif de haut niveau qui avons une portée médiatique, même si elle n'est pas forcément toujours exceptionnelle quand on est para, parce que voilà, on va pas parler du sujet, mais bref. Les paras, c'est les paras. Voilà. Voilà, dès que c'est possible, c'est vrai que je prends la parole sur le sujet, parce que c'est super important de pouvoir essayer de faire changer les mentalités. Mais de toute façon, on sait que rien ne changera tant que la société ne sera pas profondément changée elle-même, et c'est-à-dire que tant que les enfants handicapés ne seront pas accueillis à l'école ordinaire comme tous les autres enfants, rien ne changera en profondeur, parce que c'est vraiment ça qui permettra de changer toute une génération. C'est de côtoyer à l'école. Si tu côtoies pendant 7 ans quelqu'un qui est en fauteuil et qui peut se lever, quand tu es adulte, bien sûr. Ça t'étonne pas de voir quelqu'un qui est en fauteuil et qui peut se lever. Si tu passes 5 ans en primaire avec un camarade qui est aveugle ou malvoyant, tu vas pas t'étonner de voir un malvoyant qui utilise un téléphone, etc. etc. Donc voilà, ça fait partie. On a un petit rôle à jouer en tant que sportif, et on a un petit rôle à jouer avec notre représentation médiatique, mais il faudrait surtout un changement profond de société, quoi. Parce que j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on fait, les gens d'avant, enfin chacun fait avec les représentations qu'il a apprises. En vrai, personne ne nous explique à nous, valides, peut-être même vous, quand vous aviez 10 ans, vous auriez vu quelqu'un sur un fauteuil roulant se lever. C'est ça. Vous auriez été étonné aussi. C'est exactement ça. Donc en fait, c'est ça, c'est d'où aussi l'intérêt de ce podcast et de se rencontrer aujourd'hui. C'est que plus on en parlera en disant que c'est possible et qu'il n'y a pas de fake là-dedans, mais que le corps, peut-être aussi pour l'économiser et le préserver, a besoin du fauteuil pour vivre et pour justement vous puissiez performer aussi. Donc oui, c'est plutôt une bonne chose de pouvoir en parler. C'est marrant parce que je reviens encore à quand vous étiez petite, j'ai quand même l'impression qu'en fil rouge, il y a cette incompréhension. L'incompréhension de votre douleur quand vous étiez enfant et l'incompréhension d'un handicap qui finalement est, quand on vous voit, est pas forcément ultra, ultra visible. Et finalement, vous êtes sans arrêt dans le combat. Pour dire aux autres, non mais oh, en fait ce que je vous raconte c'est vrai. C'est comme si vous cherchiez encore un peu aujourd'hui votre légitimité. Alors, moi, à titre perso, je la cherche pas parce que je sais que je suis légitime maintenant, il n'y a pas de souci avec ça. Mais oui, il y a toujours ce combat pour faire comprendre au monde les réalités du handicap, des handicaps, parce qu'on dit toujours le handicap, mais c'est un spectre qui est tellement large. C'est en fait chaque type de handicap, c'est un spectre, et il y a des dizaines et des dizaines de types de handicap, donc c'est sûr que on peut pas tout connaître. Moi-même, je connais pas tous les handicaps, etc. Maintenant, il y a ne pas connaître et puis à ouvrir sa bouche sur un sujet qu'on connaît pas avec des paroles virulentes. Voilà. Mais on sait qu'aujourd'hui, on est dans une société où effectivement les déversements de haine sont très rapides. Et donc, après, c'est pour tout et rien. Ouais. Donc, ah oui, non, mais c'est clair et net. Donc voilà. J'aimerais qu'on revienne à toi. Toi, en tant que femme, comment tu vis ta féminité dans un corps qui est à la fois ultra sollicité par le sport et par la maladie? Elle est double ma question, c'est-à-dire comment on est une femme sportive de haut niveau? Pour plein de raisons, parce que je la pose à toutes les femmes athlètes que je rencontre, parce que pour moi, je trouve ça quand même assez fort. Je veux dire, les douleurs de règles, le mal de ventre, je sais pas moi,
l'équipement qui va être hyper moulant et blanc. Non, mais ça arrive, les joueuses de volley, ça arrive. Donc Ah oui. voilà, en fait, c'est toutes ces questions-là. Ouais, mais je Comment me on fait rappelle quand on est une femme? quand j'ai vu quand les tenues de Paris 2024 sont sorties, Bah, notamment par exemple. la première tenue du coup qui est sortie avec le pantalon de cérémonie et tout, je me suis dit il y avait aucune femme dans le processus en fait parce que vraiment c'était des pantalons blancs un peu moitié coton et tout et ben là clairement j'étais là waouh bah faut pas avoir ces règles ce jour-là enfin vraiment alors après on a eu voilà en termes sur les tenues de compétition il y avait deux jeux donc il y en avait un avec un bas un peu foncé Ok. donc ça allait mais c'est vrai que quand c'est sorti, c'est la première réaction que j'ai eue, c'est il y a vraiment aucune femme qui n'a pris part à ce processus Oui, créatif parce que c'est pas possible. sinon, enfin, ou alors elles n'ont pas été écoutées, ce qui est aussi Possible. possible aussi. Donc non, mais c'est sûr être une femme sportive de haut niveau, je pense que c'est un peu comme être une femme dans notre société. Hein. C'est que déjà on a moins de visibilité en termes médiatiques. J'ai lu des stats qui sont hallucinantes. Ah ouais? Sur les unes de l'équipe, même sur les articles dans l'équipe, par exemple, parfois c'est du 90-10 homme-femme, quoi. J'aurais pas pensé. Ouais, D'accord. vraiment, on est très sous-représenté. Vous allez dans la rue, vous demandez à quelqu'un 5 champions olympiques, les gens peuvent vous en donner 10, vous demandez 5 championnes olympiques, les gens vont peut-être vous dire leur Manodou, et puis derrière, on ne sait pas Oui, c'est quoi. vrai qu'il y a ouais, Donc, peut-être moins de références. Ouais. donc oui, on est beaucoup plus invisible. Notre voix, elle est pas souvent, pas souvent écoutée. Et puis, on est souvent discrédité quand on essaye de prendre la parole. Mais voilà, qu'on soit sportive ou pas, c'est un peu ce que toutes les femmes vivent. C'est pour ça qu'on essaye Ouais. toutes autant qu'on est. Et après, les choses évoluent aussi un peu. Ouais, Mais c'est vrai que heureusement que ça oui, c'est une évolue. vraie Mais question. On sait qu'aujourd'hui, les sportifs, par exemple, elles peuvent pas prendre des médicaments contre la douleur, mais ça vous est arrivé déjà, vous, de ne pas pouvoir justement vous présenter sur un terrain parce que vous étiez couché de douleur ou pas? non, Non. alors j'ai la chance, c'est que dans mon mauvais tirage à la naissance, au moins j'ai pas pris le tirage problème menstruel et tout. Franchement, j'ai pas du tout mal au ventre. D'accord. Je suis juste genre super énervée D'accord. le jour et tout. Donc oui, ça peut impacter la performance parce que quand tu es sur le terrain et puis que tu as envie d'éclater ta raquette à chaque fois que tu loupes un volant, c'est pas toi et que c'est tes hormones. Ça fait toujours chier. Donc là, par exemple, le championnat du monde dans 2 semaines. Et normalement, j'ai mes règles la semaine prochaine et j'espère que je vais vraiment les avoir la semaine prochaine. Comme ça veut dire que je les aurai pas là-bas. Ouais, ça veut dire que le pic hormonal, il n'est Voilà. pas là, quoi. Et donc ça, on y pense tout le temps. Et clairement, moi, je devais avoir mes règles pendant les Jeux et j'étais là, punaise, ça fait trop chier, quoi. Et Mais ça, vous avez quand même le droit. Aujourd'hui, il y a plein d'accompagnements pour justement, ne serait-ce qu'au niveau des plantes, pour faire baisser justement euh, les pics hormonaux qui font un peu devenir crazy. Et en fait, vous avez des petites choses comme ça, pourquoi pas? Ça peut être une piste. alors, on est très peu accompagné sur le sujet. Alors, de temps en temps, on a de plus en plus des webinaires, etc., sur le sujet au niveau du sport de haut niveau, mais on Ouais. est toujours qu'au début de ces questions-là, de ces études-là. Je sais qu'à l'INSEP, ils étudient le sujet pour apporter ouais, des Des réponses, bonnes solutions, bah voilà, oui. des solutions. Après, on est aussi limité avec les contrôles antidopage, etc., où on doit toujours faire attention à tout ça. Mm. Donc c'est sûr que c'est pas simple. Puis on en revient toujours au fait que voilà, c'est un problème de femme, donc ça va prendre du temps avant que ce soit Oui, c'est sûr, vraiment c'est pas forcément mis à l'ordre du pris. jour Ouais. tout de suite. Euh, le handicap, euh, est-ce que quand, est-ce que quand il arrive dans votre vie, on va parler d'amour. Moi, j'aime bien parler d'amour. Euh, Quand il arrive dans votre vie, est-ce que finalement, ça va modifier euh, d'abord
l'amour, ça commence par dans les podcasts de Paroles de femmes, l'amour, c'est d'abord l'amour qu'on porte à soi-même. Parce que c'est celui qui est inébranlable. C'est notre pilier majeur. Euh, Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes moins aimé? Est-ce que, est-ce qu'il y a un truc comme ça où on se dit, et merde, quoi, j'ai plus envie de t'aimer, je suis fatiguée de tout ça. Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, ben, allez, je vais encore prendre plus soin de toi, mon corps, et on va y arriver tous les deux. Est-ce que votre perception de vous, elle a changé? Bah, en fait, moi, je suis dans le cas où j'ai toujours été handicapée depuis que je suis née, mais sans le savoir. Donc, on en revient toujours à ces diagnostics qui changent la donne. Donc, c'est, c'est plutôt l'inverse, c'est que les diagnostics apportent beaucoup de réponses et donc derrière bah, de, ouais, d'aménagement de vie, etc., qui font que tout est plus simple, ou en tout cas moins difficile. Donc, c'est sûr que c'est plus l'inverse quand les diagnostics arrivent. Après, bon, au final, j'ai toujours été autiste toute ma vie, même sans le savoir. Donc, ça a toujours été, ça a toujours été ma réalité. Elle n'a pas vraiment changé. Depuis que je suis née. Donc, La relation à l'autre, elle est compliquée. c'est pas, en fait, c'est pas une priorité parce que c'est hyper énergivore. Donc, quand tout est énergivore, parce que du moment où je me lève au moment où je me couche, ben, tout est fatigant, le bruit, la lumière, le contact physique de mes vêtements, exécuter les tâches, passer d'une tâche à l'autre, les interactions sociales, etc. Quand tout est énergivore et que tu dois déjà vivre ta vie quotidienne avec tout ce que ça implique, ta vie professionnelle avec tout ce que ça implique, tu es amené à faire des choix sur ce que tu peux prioriser ou pas prioriser. Moi, du coup, ma priorité, c'est le sport. Donc, c'est pas. Ouais, c'est pas l'amour, c'est pas. Non, c'est pas. Mais parce qu'aussi, c'est ton mode de fonctionnement. Parce que tu peux avoir qu'une priorité à la fois. C'est juste que j'ai pas assez d'énergie pour tout Pour faire, autre chose. pour faire autre chose. Avant, avant, dans une précédente vie, avant le Covid, j'étais musicienne professionnelle. Aujourd'hui, je n'ai même pas le temps de juste jouer pour moi, par exemple. Donc, Ah ouais, à ce point-là. du coup, voilà, c'est des choix. Mais vous jouiez de quel instrument? Je faisais batterie, saxophone, guitare, puis j'étais auteure-compositrice. Donc, voilà. Trop bien. C'est incroyable. Vous avez vécu 1000 vies dans Ouais, une vie. c'est ça. Et là, vous pouvez plus parce que justement, ça prend trop de temps Ouais, c'est ça. l'entraînement C'est ça, et trop d'épuisement. c'est que j'ai pas le temps, et puis le temps que j'ai, voilà, je vais le consacrer à la sieste, à préparer à Mhm. manger. Enfin, voilà, Ouais, c'est toujours pareil, c'est que déjà, il y a la vie quotidienne comme n'importe qui, mais avec les handicaps, il faut s'imaginer que tout prend 2 fois plus de temps et d'énergie. Donc du coup, c'est compliqué de faire autre chose. Euh, alors du coup, c'est plus compliqué pour moi de rebondir sur la prochaine question, mais je vais y aller. J'ai même pas peur. Euh, non, moi, je voulais qu'on parle. Il y a une chose qui est frappante et que vous avez dit 2 fois, c'est que en fait, l'autisme et la, le handicap, ce sont deux choses héréditaires. Euh, Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si un jour vous aviez envie d'avoir un bébé? Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez de temps en temps? Alors en fait, vraiment, je veux pas d'enfant, donc je me suis jamais posé la question parce que je sais que je veux pas d'enfant. Enfin, c'est même pas envisageable pour moi, donc je suis une tata très heureuse. Mais avoir des enfants, moi, non. Donc en fait, je me suis jamais posé la question de ça parce que c'est pas. C'est pas, Enfin, c'est pas la maladie qui fait que vous vous êtes dit, non, moi, non, non, j'aurais pas pas du tout. d'enfant. Parce qu'en plus aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, ma maladie potentiellement, elle peut être si vraiment
tu veux faire un parcours avec des enfants, etc., ça peut être détecter in utero, faire une Ah, FIV, d'accord. enfin ce genre de process pour sélectionner des embryons qui n'ont pas le Ah oui, gène, d'accord. etc. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent se faire si jamais c'est un choix des parents. Après, pour l'autisme, on peut pas parce que voilà, c'est multifactoriel, etc. Mais non, enfin, ça n'est jamais, c'est voilà, c'est pas ça qui rentre en ligne de compte dans ce choix-là. Après, après, est-ce que j'ai envie que je ne souhaite à personne d'être autiste malgré tout ce que beaucoup de gens disent. Moi, demain, s'il y a un médicament magique qui m'enlève mon autisme, moi, je le prends. Alors, Ouais. je sais que c'est pas le choix de tout le monde. Je respecte vraiment le choix de chacun parce que voilà, il y a des gens qui vivent leur neurodiversité, qui l'enlèveraient pour rien au monde, etc. Moi, ce serait mon choix. Donc, je souhaite à personne d'être autiste et effectivement, potentiellement, se dire que de faire naître un enfant qui a pas demandé à naître et qui en plus du coup est autiste, je me dirais, Ouais, ça porterait à réfléchir, quoi. pour moi, Ouais. mais bon, c'est vraiment, je veux pas que ce soit pris comme Ah non, une non, parole là, on parle de eugéniste. vous, hein. C'est Ouais, plus de ouais, personnes ouais, d'autres, ouais. mais je sais que il faut toujours nuancer parce que ça Ouais, peut faut aller vite. nuancer. C'est Non, pas, mais c'est vrai. ouais, voilà, c'est pas pour dire qu'il faudrait éradiquer l'autisme ou quoi que ce soit parce que la neurodiversité est importante dans Ouais. notre société, clairement. Mais du coup, non, c'est Ouais, ça pas, serait pas votre ouais, choix à vous voilà, et ça n'engage que vous. tout à fait. Ouais. Euh, vous avez des frères et sœurs? Puisque vous êtes tata, Ouais, vous j'ai une êtes sœur. tata heureuse. Et votre sœur, elle a eu aucun des troubles? Non, non, Non. non, je suis la seule à avoir eu, Avoir récupéré les ouais, deux gènes rigolos, quoi. ouais, voilà, c'est ça, pour l'instant en tout cas. Et elle a fait tester sa fille? Non, bah en fait, du fait que je suis la première a priori qui a muté dans la famille, donc Ah, ça peut pas avoir de répercussions sur a, les autres a branches. priori selon les généticiens, etc., parce qu'ils voilà, ils analysent en fait tout l'arbre généalogique avec les cousins, etc. Pour ça, ils font des probabilités, des statistiques, blablabla. Donc moi, Ouais. a priori, vraiment, je suis la première qui a muté. Donc sauf si effectivement mes neveux déclarent quelque chose dans les années qui viennent. Alors ça voudrait dire que peut-être ma sœur serait porteuse saine, mais a priori, C'est euh, plutôt quand même. ouais, J'imagine qu'elle aussi, ça a dû enfin, la chambouler aussi, et ça a une répercussion finalement sur tout le monde, quoi. Quand on parle d'hérédité, il y a quand même un truc comme ça, un peu. C'est pas un accident, je veux dire, un accident oui, de la route, oui, c'est une ouais, sentence ouais, qui tombe, mais qui est unique. L'hérédité, ça porte ouais, finalement à une ça certaine concerne, réflexion ouais, ouais, et à une projection à l'avenir qui est quand même ouais, différente, quoi. oui, ouais, ouais. Vous en parlez des fois avec votre sœur ou c'est un sujet qui est finalement pas plus que ça Non, Ouais. c'est pas plus un sujet. C'est pas plus un sujet que ça et c'est pas tabou non plus parce Mm. que bah pour le coup bah ma maladie on sait qu'a priori ça ne touche que moi et qu'il y a peu de risques que ça touche les autres. Après on sait que l'autisme voilà c'est multifactoriel mais Mm. c'est plus un sujet qui peut être un sujet pour ses enfants, par exemple. On rigole pas mal à ce sujet. On fait, ils sont encore trop petits pour, enfin, ils sont encore petits, donc voilà. Mais oui, parfois on blague sur le sujet quand il y en a un qui a un comportement entre guillemets autistique, et puis on parle du sujet vraiment avec beaucoup de dérision et puis si voilà, s'il devait y avoir un diagnostic d'un de ses enfants, voilà, c'est pas le sujet tabou. Mm. Là, oh non non non, c'est pas possible, blabla. Non, c'est pas. C'est-à-dire qu'en même temps, quand on a une Milena dans sa famille, vous avez un tel regard déporté et rayonnant sur votre vie qui est assez fou, hein, finalement, quand moi je vous connaissais pas. Et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que ça dédramatise quand même beaucoup de choses autour de vous. Comme si vous soulagiez en fait la peine des gens. Enfin, comme si vous essayiez de la transformer, cette peine, parce que
Enfin, vous avez une positivité à l'intérieur de vous qui est super chouette. Les gens autour de vous, je voulais en parler, vos parents, ils sont fiers de vos résultats. Bah ouais, oui, c'est sûr que forcément, euh, tous les parents n'ont pas un enfant qui est top 10 mondial de sa discipline. Bah oui, Donc bah, évidemment, ils sont contents quand j'ai une médaille. Ils regardent, quand ils peuvent regarder les peu de fois où c'est diffusé, ils regardent, etc. C'est sûr que, ben oui, tout le monde dans la famille, voilà, mes tantes, etc., tout le monde est, il est ouais, à fond. tout le monde est content. Après, voilà, ça reste, enfin, ça reste entre guillemets une activité comme une autre. Ils sont tout aussi fiers de ce que réalise ma sœur professionnellement, etc. Enfin, il n'y a pas, D'accord. je suis pas spécialement mise, je suis pas la star de la Ok. famille ou quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça reste juste, ils sont fiers de ce que je fais, tout comme ils étaient fiers quand j'étais musicienne, Ouais, ou j'étais chef d'exploitation agricole avant. Bon, voilà, d'accord. c'est, Ouais, c'est pas le fait d'être championne paralympique qui fait, enfin, ou en tout cas ouais. d'une discipline de très haut niveau, qui fait que vous pensez qu'ils s'en veulent, vos parents, de toutes ces années d'errance et de peut-être d'avoir pas écouté. Ça, faut leur demander à eux, parce que ça, Vous en parlez je peux jamais. pas, c'est pas trop un sujet où je peux parler à leur place, Vous en parlez peu. non, pas du Mm. tout. Euh, Élever la voix, euh, comme vous l'avez dit, c'est pour montrer qu'il y a plein de choses encore à faire évoluer dans la société. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme ou un jeune homme? Cette maladie, elle touche les deux, hommes Ouais, et femmes. ouais, ouais. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui se retrouve en situation de handicap? Si vous aviez un mot, plusieurs mots, ou en tout cas une énergie à leur donner. Ben, c'est un peu comme tout, c'est de comprendre ses besoins, ses limites, et puis à partir de là, de construire la vie dont on rêve. C'est vrai que, alors c'est un peu cliché de dire construire la vie dont on rêve. Je veux dire, je dis pas encore une fois, je dis pas que tout le monde qu'il faut avoir un métier entre guillemets exceptionnel, hein. La vie dont on rêve, ça peut être boulanger, expert Bien comptable, sûr. Mm. voilà. Enfin, c'est vrai que on n'entend pas souvent ce discours quand Maman au on parle de foyer. ces sujets, mais Mhm. je trouve que c'est super important. C'est vrai que on voit souvent sur des groupes Facebook de la maladie des parents qui s'inquiètent un peu. Ben voilà, elle veut faire, ma fille veut faire tel métier, mais j'ai peur que ce soit pas compatible si un jour elle a un fauteuil roulant. Bah non, en fait, déjà, on n'est pas obligé de faire le même métier toute sa vie. On est quand même une génération aujourd'hui Qui évolue. qui évolue vachement à ce sujet. Et puis maintenant, on a quand même la technologie qui évolue. Il y a tout ça. Après, je veux pas vendre du rêve à tout le monde parce que la réalité, c'est qu'on vit effectivement dans une société validiste. Que malgré toutes les lois de handicap en 2026, on est toujours très très à la traîne sur l'accessibilité. Oui, c'est possible de globalement faire ce qu'on a envie dans la vie et de monter un projet pro ou perso, parce qu'on peut autant s'éclater sur des projets Mhm. perso que sur les projets pro. Mais il va falloir se battre plus que les autres, évidemment, parce que tu auras toujours affaire à une petite marche à l'entrée, tu auras toujours affaire à un médecin qui n'est pas forcément le plus compétent pour ta maladie, mais qui va pas déléguer ou qui va pas Qui va dire pas je oser sais le dire. pas. Mm. On n'est jamais à l'abri de ce genre de choses, donc oui, il va falloir se battre plus que les autres. Ça va demander plus d'énergie que les autres, malheureusement. Mais c'est possible. Mais voilà, il faut pas s'auto-fermer les portes parce qu'on va déjà te fermer des portes bien plus que beaucoup d'autres personnes. Faut pas s'auto-censurer, mais il faut avoir conscience que c'est évidemment beaucoup plus difficile quand on a un handicap que quand on n'en a pas, quoi. Et qu'est-ce que vous diriez si on prend 5 minutes, 2 minutes, si vous y arrivez, et vous repartez un peu dans le temps, regardez à un miroir, et à la petite fille qui a mal aux jambes et qui a 10 ans. Vous lui dites quoi à cette petite fille-là?
En plus, c'est une question qu'on nous pose souvent. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Milena? Mais Ouais. en fait, c'est tellement... Genre, la vie que je mène aujourd'hui, elle a été rendue possible par littéralement toutes les embûches Mhm. que j'ai traversées. Donc, je suis... Ben, c'est bien de le dire, En fait, c'est... que vous êtes construite comme ça. Enfin, C'est ça, j'ai souvent pensé que j'ai fait des mauvais choix ou regretté certains choix, etc., bah, notamment sportifs et tout ça. Mais en fait, c'est toutes ces petites briques qui m'ont mené où je suis aujourd'hui. Donc c'est un peu comme cette phrase à la fin, tout sera OK. Et si c'est pas OK, c'est que c'est pas la fin, quoi. Donc, oh, c'est joli. Mais c'est très joli cette phrase, je la connaissais pas, elle est très belle. Euh, oui, quand je vous dis, on dit quoi, la petite Milena, enfin, de 10 ans, c'est pas forcément de dire, ça peut être c'est juste, ben, finalement, ça va bien se passer et tu verras, en fait, au bout Dans du 15 bout, ans, c'est cool, quoi. tu verras. Dans 15 ans, tu Alors, verras, tu c'est attends cool. 15 ans, et puis Tu te dans 15 ans, construis pendant 15 ans, et quand tu seras construite pendant 15 ans, tu redéconstruis voilà, pour être encore mieux. c'est ça. Vous avez quel âge aujourd'hui? 28. 28. Ouais, donc ça fait pas si longtemps quand même finalement Ah oui, que non, les non, ça fait diagnostics. pas très longtemps. Ouais, ça fait pas très longtemps, Ouais. hein. On termine par la dernière question de parole de femme, qui est la même que je pose à tout le monde. Pour vous aujourd'hui, c'est quoi être une femme en 2026? Valide, pas valide, sportive, pas sportive. Ça représente quoi d'être une femme en 2026 pour vous? Je vais pas être très positive sur le sujet, mais Ah bah non, un peu de positif quand même. bah non, mais pour être très honnête, voilà, être Vous une dites ce que femme, vous ressentez. voilà, c'est une personne qu'on va toujours décrédibiliser, qu'on va souvent infantiliser, enfin voilà, donc qui doit forcément se battre beaucoup plus que les hommes pour se faire sa place et pour être un minimum écouté et cru. Donc c'est vrai que c'est c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de ouais, faut croire en soi quoi, parce que sinon Bah voilà une belle compliqué, phrase. quoi. Faut croire en soi, c'est une belle façon de terminer ce podcast. Milena, merci beaucoup pour ce moment passé toutes les deux à Rennes. C'est chouette de venir jusqu'ici pour vous rencontrer. Bravo pour tout ce que vous avez déjà fait. Et puis, donc, comme vous m'avez dit tout à l'heure, c'est en route pour 2028. Ouais, Où ça? Los Angeles. Los Angeles. Ouais. Donc là, vous visez quoi? Première place? Ouais, Los Angeles. Los Angeles, c'est une médaille d'or. Ouais. Bon. On sera là alors. On vous supportera derrière nos écrans et puis d'ici là, bonne route et puis plein de réussites sur votre parcours et bravo. Ouais, merci. Merci à vous pour ce moment. À bientôt.